Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mardi soir, comme vous pouvez le voir. Au manque de lumière, ça y est, on rentre dans une période automnale, les jours se raccourcissent. Pour mon plus grand malheur, parce que pourtant j'adore, voilà, quand c'est l'été, ce que j'aime le plus en fait, c'est d'avoir des jours à rallonge. Bref, c'est pas grave. Niveau lecture, du coup, j'ai plein de trucs à vous dire parce qu'effectivement, vous verrez, mais c'est passé des petits trucs ces temps-ci. Premièrement, du coup, j'ai terminé le tome 5 de Blackwater. Voilà, mon avis n'a pas vraiment changé, donc si vous voulez avoir mon avis sur le tome 5, je vous invite à regarder mon précédent vlog. Parce que clairement, on est sur un tome 5, donc je peux pas vous dire grand chose, juste que j'ai bien aimé ce tome, qui était effectivement une sorte d'introduction au dernier tome, donc au tome 6 de Blackwater. Après sur le fond, on est beaucoup sur la fortune des casquets, à savoir tout l'environnement, enfin la fortune dans le sens pécunier hein, du terme, et c'est vrai que c'est pas forcément méga intéressant. On n'a pas énormément d'avancement au niveau de l'histoire, il y a quelques trucs quand même qui sont importants dans ce tome 5. Mais je pense qu'on aura toutes les réponses à nos questions dans le tome 6 que j'ai prévu du coup de lire le mois prochain. Alors du coup niveau lecture, juste après je voulais enchaîner avec le Carol Martinez, donc Les Roses Fauves que je dois lire dans le cadre du trophée Folio L. Et c'est vrai que j'ai pris un petit peu de retard sur ce trophée parce que... enfin de retard. Il me reste du coup 2 livres à lire pour le trophée qui se termine donc mi-octobre. Je suis désolée, il y a le train. Voilà, sans le train c'est mieux. Donc le trophée Folio L se termine mi-octobre, donc dans 15 jours, un peu plus de 15 jours. Et il me reste donc ce livre là ainsi que Le Palais des Orties, pardon. Donc je voulais le débuter, j'ai lu actuellement 22 pages. Voilà, et clairement j'arrive pas à rentrer dedans. Je pense que c'est pas l'histoire, c'est pas le livre, c'est vraiment en fait mon état d'esprit, mon état du moment. Je pense que j'ai besoin d'une lecture qui soit pas... Enfin, j'ai besoin d'une plume qui soit pas comme celle-ci, même si j'adore hein, ce genre de plume d'habitude, mais voilà, comme je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, il y a pas mal de choses qui ont changé sur le plan perso. Et donc forcément je pense qu'en ce moment c'est juste pas le bon moment pour lire ce livre. Sauf que évidemment vous vous en doutez, j'ai une deadline pour lire ce livre. Donc clairement ce que je vais faire c'est que je vais le mettre de côté en papier, mais je vais le prendre en lecture audio parce que j'ai vu qu'il était disponible sur Audible. Comme ça me laissera le temps après de pouvoir lire Le Palais aux Orties qui n'est pas disponible lui sur Audible. J'ai un petit peu de temps de trajet quotidien, donc je vais pouvoir du coup me le prendre en audio. Je pense qu'il s'écoutera beaucoup plus facilement et peut-être que je vais adorer justement ma lecture en audio. Donc voilà, affaire à suivre, mais en tout cas de ce que je comprends à la première lecture de ce... enfin au niveau de l'introduction en fait de ce roman, on suit du coup une jeune, je sais pas, mais une femme, Lola, qui vit seule, qui est célibataire. Non mais, pardon, je suis désolée, je me suis fait complètement distraire là, mais en fait, il y a Témi, vous savez qu'on a 2 chats. Et Témi est la plus vieille, elle a 15 ans, et en fait elle s'amuse à faire des bonds là sur la terrasse, c'est son quart d'heure de folie visiblement. Oui, à 15 ans, un chat peut encore avoir des quarts d'heure de folie, c'est tout à fait... Ah bah oui. Je reprends du coup Les Roses Fauves. On suit Lola qui vit en Bretagne, qui est d'origine andalouse. Elle est célibataire, sans enfant. Elle vit seule, donc vous en doutez. Elle vit, voilà, au bout de 22 pages, ce que je peux vous dire c'est qu'elle a un potager et qu'elle cultive des fleurs ainsi que des fruits et des légumes et qu'elle adore ça vraiment. C'est visiblement sa passion. Et en parallèle de ça, on est sur... Voilà, c'est ça. Dans sa chambre trône une armoire pleine de cœurs en tissu. Il renferme les secrets rédigés par ses aïeuls avant de mourir.
Cette vieille coutume espagnole défend cependant à l'héritière de les ouvrir, jusqu'au jour où l'un des cœurs se déchire. Quel secret ce fameux cœur va-t-il révéler? Je ne sais pas. Mais voilà, je pense qu'en audio elle passera vraiment très bien, donc je la mets en lecture audio et ensuite j'aviserai. En parallèle je suis en train de me faire du coup une petite tisane, bref vous en foutez. En parlant de lecture audio, transition parfaite, j'ai terminé du coup en lecture audio La mer à l'envers de Marie Darrieussecq, donc pareil que je dois lire dans le cadre que je devais lire dans le cadre du trophée Folio L. Donc comme je vous disais, voilà, j'ai un peu accéléré mes lectures pour ce trophée, pour ce jury là entre guillemets, et c'est plutôt une lecture mitigée pour ce roman. Voilà, il y a en fait on suit une Rose qui est une maman de 2 enfants, Gabrielle et sa fille, je me souviens plus comment elle s'appelle, Sarah je crois, et ils vont en croisière tous les 3, le mari ne les a pas accompagnés et en fait on suit on est vraiment en immersion complète dans sa tête et au cours de cette fameuse croisière. On comprend, c'est pas clairement explicité, mais on comprend en fait qu'il y a un bateau de migrants qui, c'est pas clairement encore une fois mentionné ou explicité, mais qui est dans la mer et qui a failli en fait chavirer. Enfin, voilà, il y a un drame qui a failli se produire avec ce fameux bateau de migrants et en fait les équipes du paquebot, donc de la fameuse croisière, récupère ces migrants. On est au large visiblement des côtes italiennes, je pourrais pas vous dire précisément, et en fait elle se prend, Rose donc la maman se prend d'affection, c'est un peu particulier comme sentiment et comme, enfin j'ai du mal à l'expliquer, mais elle se prend d'affection en fait pour l'un des jeunes migrants qui s'appelle Younes et qui est nigérien. Et donc, à partir de là, elle va par exemple lui donner le téléphone de son fils. C'est pour ça que sur la couverture, vous avez en fait les téléphones là. C'est un peu bizarre cette couverture, au début je la comprenais pas du tout. Je comprenais pas le titre non plus, même si le titre pour moi me reste encore un peu... Voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a les téléphones, c'est parce qu'en fait le téléphone et tout ce qui est numérique et tout, les notifications, les appels, bref tout ça c'est à une place particulière dans ce roman. Et donc elle se prend d'affection pour Younes, elle n'arrive pas à l'oublier, il a été pris en charge par la Croix-Rouge, etc. Elle lui a donné donc le téléphone de son fils et donc elle reste en fait un peu en contact avec lui. Elle reprend le cours de sa vie à Paris. Rose est donc psychologue pour les enfants. Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Je suis désolée. Psychiatre? Non. J'ai oublié, bref. Et donc elle s'occupe de... Donc on suit son quotidien. Elle s'occupe des enfants qui ont toutes sortes de pathologies. Et en fait après elle va toujours continuer à garder contact avec Younes. Et c'est vrai que c'est une lecture mitigée dans le sens où la plume ne m'a pas convaincue. C'est une plume très singulière, très hachée. Les descriptions, comme je vous le disais, sont extrêmement sous-entendues, donc on comprend ce qu'elle fait, ce qu'elle pense. On est vraiment en immersion complète dans ses pensées. Et en fait, ces pensées interfèrent avec les descriptions des événements. Et du coup ça fait un mélange un peu particulier, vous savez, au niveau de la construction des récits de manière générale des romans. On a un moment en fait dédié aux descriptions, un moment dédié à une conversation, un moment dédié aux pensées des personnages. Quand par exemple elles sont à la première personne, quand le récit est écrit à la première personne du singulier, on est encore plus en immersion bien sûr, mais il y a toujours une sorte de respect de ces moments là. Et en fait dans ce roman, bah, c'est pas du tout construit de la même manière. On est en fait à moitié dans la tête de Rose et donc on suit en fait ses jugements, et à moitié on vit le moment avec elle. À savoir, enfin forcément dans un roman on est obligé de décrire ce qui se passe et donc de décrire un petit peu les alentours, l'environnement en fait. Et on est sur un mélange très spécial parce que Rose est quelqu'un qui a énormément de préjugés. Comme tout le monde, j'ai envie de dire, hein, ça m'a un petit peu touchée aussi, c'est pour ça que c'est une lecture mitigée, c'est que d'un côté j'ai
apprécié l'aspect très réaliste et ce mélange était très bizarre des nouvelles technologies avec la question de l'immigration, la question des préjugés aussi, du xénophobisme, non, de la xénophobie pardon, et du racisme aussi, enfin bref, il y a plein de sujets de société qui sont abordés dans ce roman. Ils sont voilà, un peu en surface, à certains moments non, il y a quand même des discours, enfin Younes raconte son périple pour arriver en Europe, pour sa volonté de vouloir aller en Angleterre, etc. Il atterrit à Calais à un moment donné, enfin bref, il y a voilà, beaucoup de sujets. Il y a aussi la vie de Rose qui finalement est un peu étriquée, elle déménage au Pays Basque avec sa famille. Et est-ce que finalement le Pays Basque c'est est-ce que c'est la vie qu'elle a vraiment envie de vivre? Est-ce qu'elle est heureuse? On a vraiment toutes ces questions là. Quelle est sa relation avec son mari, la relation avec ses enfants? Voilà, Rose elle se pose plein de questions, mais elle est aussi très omnubilée par Younes, mais vraiment c'est un point assez important. Donc voilà, il y a plein de trucs qui se mélangent dans cette lecture. Donc pour moi c'est mitigé parce que ça partait un peu dans tous les sens. Ne serait-ce qu'au niveau de la construction du récit, il y a pas vraiment, il y a un fil conducteur effectivement qui est Younes et on le suit, mais à côté il y a quand même la vie de Rose qui est bien mentionnée, bien explicitée, et donc il y a ces deux. Je comprends en fait la volonté de l'autrice d'avoir ces deux parallèles en fait, le parallèle donc avec de la vie de Rose avec ses problèmes de tous les jours, les petits soucis qui finalement comparés à Younes c'est rien du tout les soucis qu'on a aujourd'hui dans la vie quotidienne je veux dire. Donc on s'attache forcément, on s'identifie à elle, on comprend, enfin moi j'ai vraiment compris le parallèle qu'a voulu mettre en évidence l'autrice. Par contre c'est vrai que le truc avec les téléphones et tout, j'avais envie de... Enfin, je comprends pas l'intérêt. Je comprends l'intérêt d'avoir ces deux vies parallèles et de montrer finalement le point de collision entre les deux, enfin la collision entre les deux, l'immense différence en fait entre les deux. Mais il y a ce truc avec les téléphones, etc. qui vient rajouter quelque chose qui, à mon sens, n'était pas nécessaire de rajouter. Et du coup j'ai pas compris parce que voilà, elle parle du téléphone, le téléphone c'est un élément important dans le récit parce que Younes c'est un moyen de communication en fait entre elle et Younes, mais de base avant même qu'elle le donne à Younes il y a quand même des descriptions sur les nouvelles technologies. À un moment donné elle revient donc à Paris comme je vous le disais après sa croisière et elle se met à parler du logiciel qu'elle doit utiliser au travail et en fait ça vient un peu comme un espèce de cheveu sur la soupe qui n'est pas nécessaire quoi, qu'on pourrait clairement enlever. Voilà, je pense avoir fait le tour. Par contre au niveau de la lecture audio c'était vraiment top. Donc voilà, si vous voulez l'écouter sur Audible, clairement je vous le conseille parce que l'histoire est pas incroyable à mon sens. J'ai pas été subjuguée par la plume non plus parce que c'était très singulier, cette espèce de mélange description, immersion dans les pensées, bref, tout était un peu décousu. Par contre la voix de la lectrice était vraiment bien et je trouve qu'en audio elle passait très bien, donc je suis très contente de l'avoir lu en audio. Typiquement c'est le genre de livre je sais qui aurait fait un énorme flop peut-être à lire voilà, version papier entre guillemets, mais en audio ça passait vraiment très bien. Donc voilà, je pense que mon avis du coup a été est assez étayé clairement. Et donc ma nouvelle lecture, il s'agit de La Saignée de Cédric Cyr. C'est normalement une lecture commune qui commence à partir de demain, mais voilà j'ai décidé de le lire en avance vu que clairement hier je me suis dit les roses fauves ça va pas du tout le faire, vaut mieux que je m'avance à la limite un petit peu sur mon planning, sachant que voilà, vous le savez, je vous l'ai dit 40 fois, j'ai un rythme en ce moment assez lent de lecture parce que je dois m'adapter à mon nouveau rythme professionnel, et c'est un beau bébé également, donc je me suis dit si je le commence 2 jours avant ça passe crème. Il fait, pour tout vous dire, plus de 600 pages je crois, voilà, 660. On est bien.
Et du coup au niveau du résumé, on va suivre parce qu'en fait j'ai commencé à le lire hier, donc j'ai lu voilà 80 pages pour l'instant. Est-ce que tu aimes clame le site sous la photo d'un cadavre mutilé. Sur le dark web, il existe des espaces interdits où les voyeurs de la pire espèce assouvissent leurs pulsions. Estelle Rochant a été écartée de la police après une terrible bavure qui a causé la mort d'une innocente. Sa vie est en miettes, son couple à la dérive. Cette ancienne championne de boxe se ferait un chemin dans l'existence comme elle l'a toujours fait, à coups de poing. Prise dans un engrenage infernal, Estelle a de plus en plus de mal à contrôler ses accès de violence. Quentin Falconier, policier spécialisé en cybercriminalité, enquête sur un site du dark web qui propose des vidéos de torture et de mise à mort en direct. Qui se cache derrière cette red room appelée La Saignée? Le jeune homme se lance corps et âme dans cette nouvelle croisade, découvrir l'identité du coupable derrière le masque du bourreau et l'arrêter. Une plongée dans un monde où chacun doit affronter ses démons. Il a l'air, voilà. Alors déjà je peux vous dire, parce que j'ai lu 80 pages, le prologue est affreux. Franchement j'étais là en mode, dans mon lit j'étais comme ça, oh mais quelle horreur. Vraiment je vous assure que, ne serait-ce que le prologue annonce clairement la couleur, à savoir le rouge sang, hein. Et c'est vrai que oui, en 80 pages il s'est passé déjà pas mal de choses et ça tourne quand même vachement autour du sang, de la violence physique. À voir après comment ça va évoluer, mais c'est vrai que c'est clairement du gore. On m'avait dit hein, que Cédric Cyr c'était du gore. Ouais, pour l'instant on est pas mal, à voir, peut-être qu'il peut faire pire, mais sincèrement bref. Donc voilà, âme sensible, clairement s'abstenir pour ce genre de roman, ce genre de lecture et ce livre-là en particulier. On est sur un policier thriller. Alors j'arrive pas trop à voir pour l'instant la nuance. On suit donc, comme vous l'avez vu entendu plutôt dans le résumé, on suit Estelle qui donc est aujourd'hui une garde du corps, voilà, d'un homme qui a les moyens de se payer une garde du corps, qui a un réseau mafieux dans le monde de la nuit. Et donc elle travaille pour lui. Et on suit en parallèle, donc c'est pas, voilà, encore une fois, c'est que l'introduction un petit peu, les 80 premières pages. On suit Quentin Falconier qui est donc policier spécialisé donc dans la cybercriminalité et en fait on le missionne pour par exemple retrouver des armes. Après je connais trop rien au niveau du vocabulaire, mais clairement il enquête en fait sur le dark web. C'est son quotidien si vous voulez, et donc on lui demande par exemple d'aller chercher telle ou telle personne qui aurait fait du trafic par exemple d'armes, du trafic de plein d'autres choses, enfin bref c'est assez varié visiblement ces missions et lui on l'a pas trop en 80 pages développé, donc peut-être que ça va arriver. En tout cas voilà, j'en suis au tout début donc je peux pas trop non plus vous en dire, mais ça promet. Ça promet. On est sur du gore, on est sur peut-être aussi des personnages, enfin c'est sûr même des personnages assez torturés, enfin en tout cas Estelle est quand même très torturée dans le sens où elle a ses bagages et elle a de lourds bagages et peut-être que ça va rendre bien, je ne sais pas, mais on est quand même sur des actions, en tout cas en 80 pages il y a eu pas mal d'actions violentes. Donc peut-être que c'est ce genre, ça va peut-être se reproduire, voilà c'est ce que je voulais dire, se reproduire dans ce roman, qui sait. En tout cas pour l'instant j'aime bien, ça passe. Par contre juste effectivement je trouve que la plume de Cédric Cyr, je la trouve pas spécialement singulière. Je trouve qu'il a pas vraiment son... C'est peut-être un peu dur de dire ça comme ça, mais... Au niveau du style d'écriture, ma foi, je trouve que voilà, autant Olivier Nourek, je trouvais qu'il avait sa propre patte, vous voyez ce que je veux dire dans l'écriture, autant là Cédric Cyr, je suis pas... En fait, effectivement, il me déroule un roman, il le décrit très bien, l'histoire a l'air vraiment très très bien menée, et sur le style d'écriture, je trouve pas ça incroyable. Voilà, pour avoir lu d'autres thrillers et d'autres polars,
Ouais, je suis désolée. Hein. Après c'est encore une fois, peut-être au bout de 83 pages, je peux dire ça, peut-être stay tuned au cours de cette vidéo, peut-être que mon avis va changer, hein, bien sûr, mais pour l'instant, je trouve pas que la plume soit incroyable. Voilà, après ce n'est que mon avis, comme d'habitude. Ça n'engage que moi, vous pouvez et vous avez très certainement un avis différent et c'est tant mieux. Voilà, du coup je me retourne à ma petite tisane là, parce que je m'étais fait une tisane, mais franchement en ce moment j'ai faim, j'ai soif constamment, c'est horrible en fait de travailler. Du coup je vous laisse et puis je vous retrouve plus tard pour vous faire un update lecture. Et coucou, aujourd'hui on est jeudi, je vous reprends en direct, oui, de ma voiture. Il pleut un petit peu donc j'espère que vous m'entendrez bien, sinon je vais essayer de monter le son, je vais me débrouiller, je sais pas comment je vais faire, bref. Je viens vous parler du coup de ma lecture en cours, je crois que je vous l'ai dit, il s'agit de La Saignée de Cédric Cyr, c'est un petit bébé. Et j'en suis là, page 210 il me semble. Je vous avais déjà, il me semble, un peu expliqué le résumé mardi soir. Et en fait on suit une jeune femme qui est boxeuse. Avant elle était boxeuse, elle avait travaillé dans la police. Aujourd'hui elle est garde du corps. Et donc cette femme, Estelle, elle s'appelle, elle est en fait employée en tant que garde du corps pour des personnalités. Et en fait si vous voulez il lui arrive un truc, enfin il lui arrive plusieurs choses, elle a plus envie en fait d'être prise un peu pour cible, etc. Elle a envie de vivre sa vie. Bref, il se passe des petits trucs, je sais pas si je peux vous en parler ou pas. En parallèle de tout ça, on suit Quentin, donc Quentin Falconier, qui est policier expert en cybercriminalité. Il va enquêter sur le dark web, enfin il enquête, c'est son quotidien, sur le dark web. Et donc là, il découvre en fait cette fameuse Red Room qui s'appelle La Saignée, donc voilà le titre éponyme. Et en fait cette Red Room, il découvre du coup des vidéos atroces. C'est dans le prologue, hein, on explique clairement ce qui se passe dans la vidéo. S'explique dès le début en fait du prologue, mais je pense que je vais vous laisser quand même un petit peu mijoter parce qu'il faut découvrir ce fameux prologue. Donc c'est assez glaçant, voilà, à base de membres de torture en fait humaine, clairement. C'est une espèce de mise à mort, torture avant, enfin bref, je vous épargne les détails, mais c'est très très chaud patate. J'ai enlevé le petit truc que j'avais dans les dents, vous avez rien vu. Et donc du coup c'est vrai que Quentin découvre cette fameuse Red Room. Il interroge le mec qui a les accès en fait, je me souviens plus comment il s'appelle mais c'est pas très important, qui a les accès sur cette Red Room, qui est Grand Seigneur, S-A-I-G-N-E-U-R. Et il y a des trucs chelous. En fait là il y a une personne, la personne qui torture en fait la fille du coup de la vidéo, donc dans cette Red Room. Il a envie de découvrir qui c'est. Je vous laisserai encore une fois je pense qu'il faut pas trop en dire, il faut vraiment le découvrir ce roman. En tout cas c'est glaçant, c'est gore. Là je pense qu'on est sur du gore, on est sur du sang à gogo. Même Estelle du coup qu'on suit, qui est donc la boxeuse dont je vous parlais, enfin comment dire, dans son métier effectivement elle fait face à la violence quotidienne. C'est son métier en fait, défendre, assurer la sécurité, mais surtout défendre effectivement ses patrons.
Et il y a des bagarres en pagaille dans ce roman, il y a pas mal de sang qui est versé, que ce soit du coup de la part de cette fameuse Red Room avec cette vidéo, mais aussi effectivement au niveau en termes de violence physique, bah, vous en doutez, il y a du sang. Donc c'est hard comme lecture, enfin moi je m'attendais pas à ça, je pensais que ça allait arriver en fait un peu plus loin dans le récit, et en fait direct dès le prologue, mais qu'est-ce que j'ai là? Et donc qu'est-ce que je disais, je ne sais plus, que direct dès le prologue on était plongé au cœur de ce monde, ce dark web qui est quand même très dark et très raide avec beaucoup de sang. Voilà, donc vous êtes prévenus. En tout cas je pense que c'est une bonne lecture si vous voulez la lire à Halloween par exemple, si vous voulez voilà, vous faire peur un petit peu parce que clairement il y a des moments c'est flippant. J'espère pouvoir avancer un petit peu aujourd'hui, mais clairement je sais pas, ça va dépendre de mon niveau de fatigue, de plein de trucs. Donc voilà, en tout cas je vous retrouverai pour un update lecture, mais pour l'instant j'aime bien, mais c'est pas une lecture transcendance non plus. Je vous ai parlé de La Plume je crois de Cédric Cyr. Voilà, je pense que La Plume à mon sens c'est pas méga addictive, donc dommage, enfin dommage. J'aime bien, je passe un bon moment, mais je suis pas emballée de ouf, j'ai pas spécialement envie de savoir la fin. Je me doute, j'ai des soupçons sur des personnes et tout, sur qui est le bourreau en fait de cette Red Room. Mais je sais pas. Après je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de rebondissements, donc là ça peut être intéressant. En tout cas je vous reprendrai du coup plus tard pour vous faire un update lecture. Oh oui. Et rebonjour. Aujourd'hui on est vendredi, c'est enfin le week-end et il y a un petit peu de circulation du coup et en fait je vous reprends parce que j'ai 2-3 trucs à vous dire, à vous montrer, etc. Donc let's go. Le premier truc que j'ai à vous montrer, il s'agit d'un roman, Les 7 châtiments de Jordi Llobrega, qui me tentait beaucoup. Donc merci à la copine Alizée du compte Un livre à Bordeaux qui du coup m'a prêté ce roman. C'est édité chez Le Cherche Midi et il me semble qu'il va sortir au format poche en octobre ou en novembre, je me souviens plus trop la date précise, il faut que je prépare d'ailleurs ma vidéo sur les sorties littéraires du mois d'octobre, ça me fait penser à ça, mais bref, il va sortir bientôt en poche. Et donc je vous lis le résumé. Dans une petite station de ski des Pyrénées située à la frontière de l'Espagne et de la France, un homme est retrouvé mort au fond des eaux glacées d'une piscine. Il est menotté et ses paupières sont cousues. Alex Serra, inspectrice aux homicides de la police de Barcelone, est envoyée sur place pour mener l'enquête aux côtés de Jean Cassel, un lieutenant de police français. Les investigations prennent un tour imprévu lorsqu'un lien est établi entre la victime et une grande famille de la région, propriétaire des terres de la vallée, dont l'héritière vit recluse dans un manoir isolé. C'est en effet dans l'histoire tourmentée du village, lieu de passage des fugitifs pendant la Seconde Guerre mondiale, que semble se trouver la clé de l'affaire. D'une ancienne colonie industrielle perdue dans la montagne jusqu'à un mystérieux monastère, Alex et Jean vont devoir réveiller bien des vieux fantômes pour découvrir la vérité. Et le temps leur est compté. Alors qu'une tempête sans précédent s'abat sur la région, la liste des victimes ne cesse de s'allonger. Voilà, il me tente beaucoup, je pense que ça me fait beaucoup penser, enfin un petit peu, penser au Sanatorium de Sarah Pearse. Alors le huis clos en moins, mais j'ai l'impression que c'est un mélange de Sanatorium et aussi du Gardien Invisible de Dolores Redondo, dont je vous en ai parlé d'ailleurs sur cette chaîne. Je vous mettrai le lien du vlog où je vous parle du Gardien Invisible de Dolores Redondo. J'ai l'impression que c'est un petit mélange entre les deux, donc écoutez ma foi, il me tente beaucoup. En ce moment,
C'est vrai que clairement j'ai plus envie de lire des thrillers et des polars parce que le temps s'est rafraîchi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon envie du moment. Du coup je suis bien dans ma lecture actuelle. Je vous ai présenté dans les plans juste avant La Saignée de Cédric Cyr. Voilà, j'y suis bien. Je voulais également vous montrer un autre truc. Et donc, avez-vous deviné, rien qu'avec le logo, il s'agit évidemment des magnifiques créations d'Adelcha. Je vous mets comme à chaque fois tous les liens en barre d'infos, mais bon, je pense que elle devait probablement la connaître. Tintintin. Oh, c'est trop beau. Oh là là, mais c'est tellement beau, je vous jure. J'adore. Là vraiment j'ai craqué parce qu'il y avait des frais de port offerts, je crois. Voilà, c'est pour ça que j'ai craqué. La petite carte Adelcha. La beauté. Est-ce que vous avez deviné? Du bleu? Encore du bleu. J'adore le bleu. Ils sont vraiment beaux. Regarde, c'est bleu-vert. Je dis regarde à la personne qui est derrière. Hein. La personne qui est derrière. J'adore. Comment tu me décris? Parfait. En fait, tout le monde vit sa vie pendant que je déballe mes trucs et que je fais mon vlog. Auguste qui est en train de... dans sa litière. Et donc voilà, au niveau des marque-pages, j'ai littéralement craqué. Je trouve que les couleurs sont plutôt fidèles. C'est un mélange de bleu, de violet, il y a des petites pointes de rose et de jaune, de blanc. En fait, je voulais vraiment des marque-pages avec des dessins comme ça assez abstraits parce qu'en fait, je me rends compte que j'utilise toujours le même marque-page de chez Adelcha que je vous montrerai juste après, qui est en fait un marque-page noir avec juste un petit fond vert au niveau, enfin juste une plante en fait qui apparaît sur le marque-page. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir autant de marque-pages et d'utiliser toujours le même, parce qu'en fait je trouve que mes autres marque-pages sont très estivaux, oui, et donc voilà, j'en voulais. Et vous savez que j'adore le bleu. Hein, sincèrement, les oranges étaient vraiment beaux aussi. J'ai hésité en toute franchise et après je me suis dit le bleu c'est trop beau quand même. Donc voilà, j'ai pris ça. Je vais vous montrer du coup le fameux marque-page. Donc il s'agit de celui-ci en fait que j'avais pas du tout acheté à la base. C'était justement Adèle qui m'avait mis en cadeau en plus en fait de ma plaquette de marque-page. Celui-ci, on voit peut-être un peu mieux, qui en fait est une sorte de... Voilà, c'est une plante. Il y a du noir et il y a un tout petit peu de doré, on voit peut-être pas très bien, mais ici, je le trouve qui va parfaitement avec toutes mes lectures, donc du coup, je l'utilise à chaque fois. Maintenant, désormais, j'ai un peu plus de choix. Niveau lecture, du coup, un petit update s'impose. J'en suis page 365 sur 660, donc voilà, j'ai dépassé un petit peu la moitié et j'aime bien ma lecture, c'est agréable, c'est une lecture, enfin c'est agréable. L'histoire en fait a beaucoup de potentiel, les personnages sont pas extrêmement attachants mais en même temps c'est un thriller donc on s'attend à ne pas s'attacher à eux, on s'attend vraiment à adhérer à l'histoire et c'est tout. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu mon cas, on sait pas trop à qui faire confiance, on sait pas trop quel secret cachent les personnages et du coup c'est vrai que c'est prenant, voilà, c'est prenant. Après je reste encore une fois hein, sur ce que je disais précédemment, l'écriture de Cédric Cyr est agréable, mais voilà, sans plus, j'aime bien, bon, j'aime bien, je peux pas vous dire que j'aime pas, c'est pas vrai, j'aime bien, c'est intéressant. Et donc voilà, au niveau de mon avancée, il s'est passé déjà beaucoup de trucs et je pense que ça va continuer en fait sur cette lancée. Donc écoutez ma foi, peut-être dans un prochain vlog mon avis final, c'est sûr même, mais c'est vrai que pour l'instant j'aime bien et si vous êtes à la recherche d'un petit thriller
un thriller gore quand même, hein, parce qu'il y a du sang partout. Le sang est omniprésent dans ce roman, déjà par la couleur rouge sang là, mais aussi à l'intérieur au niveau des violences. C'est du sang non-stop. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'un thriller gore, il fait pas spécialement peur, mais il est gore. Voilà, on décrit tout. Tout est décrit et c'est très violent. Je pense que ça peut vous plaire. Voilà. Du coup, ben, moi je vais terminer ce vlog ici. Je pense qu'il sera assez court, donc je suis navrée, mais encore une fois, il faut que je m'adapte à mon nouveau rythme avec ce travail et toutes mes tâches. Et puis je vous retrouve du coup normalement la semaine prochaine pour un nouveau vlog ou alors pour une prochaine vidéo, je ne sais pas encore. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si les livres dont je parle vous tentent ou vous ont plu, si vous les avez déjà lus. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous allez bien et puis je vous dis à la prochaine. Salut!